de Livourne. Plus de 3000 manifestants criant « À bas la France et mort aux Français !» entourent le consulat de France protégé par la troupe. À peine un an plus tard, le président de la République, Sadi Carnot, est assassiné par l'anarchiste italien Caserio. La situation ne deviendra pas si dramatique en Corse, mais des Lucchesi seront aussi victimes de violences. Les témoignages manquent, mais des récits de travailleurs mentionnent une discrimination ordinaire, qui va de la farine de châtaigne moisie fournie par un patron à ses ouvriers, à l'entrepreneur qui ne paye pas ou mal le charbon de bois livré. Les Corses n'aimaient pas trop les pères corses et les mères corses que leurs enfants se marient avec des Italiens, des Lucquois. Il y a le proverbe qui ne s'appliquait pas qu'à la Sardaigne. Quand une fille ne trouvait pas à se marier, on disait eh, trouvera un Lucchese. Dans les années 1850, le préfet de Corse demandera à toutes les gendarmeries de l'île de lui fournir régulièrement un état des vols dans leur arrondissement, en distinguant bien les auteurs de délits entre Corses, Italiens et auteurs non identifiés. Au village de Cutigliano, à 100 km au nord-est de Lucca, beaucoup ont fait la traversée pour la Corse. Certains y sont restés, d'autres sont revenus, comme Aldo Villani, qui a travaillé pendant des années comme maçon à Evisa. Aldo a acheté et réparé une ruine dans ce village. Il y revient chaque année en vacances avec sa famille. Quando mio padre nel 25 era a lavorare a segare, a Quand fare il mon père, en segantino, 1925, est allé travailler en Corse con comme mio scieur de zio, long, col avec mon nonno oncle, di Lorenzo, le insomma, grand-père de con la Lorenzo, banda che parlava l'équipe dont Lorenzo parlait prima, Lorenzo avant. e c'era una parte che segavano e chi segava era più Il y en giovane, avait qui erano sciaient. più C'était le forti, travail avevano des più plus tempo. jeunes, ceux E qui il avaient le nonno plus di de Lorenzo e force et de Bando résistance. che preparavano i tronchi, Le grand-père de li Lorenzo et mon squadravano père e préparaient les troncs, poi ils les facevano, écarissaient. lo chiamavano il banco. Après, ils portaient ces troncs Facevano un équarris banco sur le banc che poi con et les delle fixaient avec une stanze, chaîne. Et con puis, delle un corde, dessus et un dessous, portavano questi ils tronchi tiraient sur la scie. squadrati, li mettevano su questo banco, poi con una catena li fermavano sul retro in modo che stassero su, anche andandoci sopra, e poi uno sopra e uno sotto e tiravano su e giù la sega, e naturalmente era un lavoro stressante Et perché bien dalla mattina sûr, alla c'était un sera travail pénible, a à tirare su tirer e sur giù une una scie sega non du era un matin au divertimento soir. sicuramente. C'est pas un La amusement, fatica on sentait la non era fatigue. indifferente. Et il y en Poi avait même qui travaillaient à la non è pièce che pour gagner lavoravano anche a davantage, cottimo per poter parce qu'ils étaient cercare di loin de chez guadagnare eux di pour più, perché travailler. Et bien il sûr, periodo che plus ils gagnaient stavano fuori d'argent, a lavorare, plus ils étaient contents en naturalmente retournant più à la maison. guadagnavano e più contenti tornavano via. Lorenzo Villani, le cousin d'Aldo, est né en Corse, où son père était scieur de long. Quando mio babbo è andato là, Quand mon père est non parti en Corse, aveva il il mestiere n'était del pas scieur de long segantino de perché profession. Il était andava, apprenti chez les propriétaires de chevaux. era Et en garzone partant là-bas, il a dû changer de di gente métier che pour avevano faire scieur de cavalli. long. Andando là le è toccato cambiare mestiere e faceva il segantino. Facendo Il y il avait son segantino, beau-père, però qui était mon grand-père c'aveva maternel, qui il lui a appris à suocero, aiguiser la che scie, sarebbe stato il et mio il nonno, produisait surtout des che traverses de gli chemin de fer. insegnava a ruotare le seghe, insomma, gli insegnava e facevano, la produzione era di molto nelle traverse da ferrovia. À 300 km à vol d'oiseau de Cutigliano, c'est le village corse d'Evisa, où Aldo Villani a travaillé comme maçon. Son cousin Lorenzo y est né. Beaucoup de travailleurs lucchesi ont habité Evisa. Un quartier du village était même appelé Lucca. Pascal Ceccaldi a gardé des liens avec la famille Villani. Il a travaillé tout jeune avec ses lucchesi qui étaient bûcherons, charbonniers et surtout tailleurs de pierre. On a toujours été amis parce qu'on s'est connus jeunes avec Aldo, on avait le même âge. À l'époque, il était jeune, mais c'était un maçon extraordinaire, Aldo.
c'était un travailleur. Là, vous le voyez comme ça, tout tordu, tout cassé, mais c'était un type costaud comme moi, même plus, qui avait une force terrible. Il avait fait dans la journée, là, chez mon père, 10 mètres cubes de mur. Mètres cubes de mur. Vous vous rendez compte un peu? En pierre. C'était un type exceptionnel, là. C'était un travailleur. Il était cité comme un artiste ici, quand il a travaillé là chez mon père. Les Tormen, c'était tous des tailleurs de pierre, des braves gens, des travailleurs qui cassaient la pierre dans la forêt d'Ayton et qui alimentaient tout le canton en pierre de taille, et pierres toutes sortes, quoi. Pour faire des maisons, des murs, tout ça, c'était une grande famille. Et c'était des travailleurs, des braves gens qui se sont mariés, la moitié sont mariés ici, d'autres sont mariés en Italie. Francesco, il est venu marier de là-bas, mais il y a encore sa fille ici, ses 2 filles qui sont encore ici, qui se sont mariées aussi à Evisa. Une s'est mariée avec Antoine Battini, et l'autre s'est mariée avec un Italien qui cassait la pierre avec ses beaux-parents. Ils ont passé leur vie ici. Mais alors, à l'époque, c'était dur parce que tout était fait à la main. Hein. C'était pas évident. Vous savez, quand ils faisaient un camion dans la semaine, c'était heureux. Hein. Mais tout après, la pierre, je dirais, tout venant comme ça, ils la vendaient beaucoup moins cher. Et ils faisaient de la pierre de taille dans les grands blocs comme ça, oui. Mais à l'époque, faire ça avec les petites pointes, c'était de la tarte. Hein. Je vous le dis, c'était dur. Hein. Il n'y a qu'à voir l'endroit où ils ont passé leur jeunesse, si on peut dire. Ils ont trimé, là, je vous le dis. Hein. C'était des gens qui ont trimé et qui ont souffert, parce que, d'ailleurs, ils sont tous décédés jeunes, les pauvres. Hein. Ils n'ont pas eu tellement de vie, je dirais. Hein. Le soir, quand ils descendaient, la tête, on ne la voyait pas, elle était blanche, de poussière. J'ai connu tous les vieux Italiens qui venaient ici, qui vendaient les coupons, c'était le vieux Orazzi, qui faisait le tour des villages qui avait les coupons sur le dos. Après, il y avait un nommé Padrizio, qui était marié à Vico, et qui venait et faisait le tour aussi de tous les villages du canton, avec ses 2 boîtes sur le dos, et qui vendait toutes sortes de ciseaux, d'aiguilles, de tout machin comme ça. Et c'est tous des gens qui ont bien réussi, qui d'ailleurs, quand vous parlez des Orazzi et des Castellani et de tous ces gens-là qui sont les plus riches d'Ajaccio actuellement, c'est tous des gens qui sont arrivés ici avec rien. Quand ils se sédentarisent, les rapports s'établissent avec une population dont j'ai toujours entendu dire qu'elle était très proche. Moi-même, j'avais un arrière-grand-père âgé qui me disait qu'il avait fait le vendeur ambulant en Corse, surtout en Castagnic. Il se déplaçait avec son mulet, lui à pied bien sûr, ne voulant pas risquer de faire boiter sa bête, précieuse pour transporter la futaine et les tissus qu'il vendait de maison en maison. Le soir venu, il trouvait toujours une famille qui lui ouvrait sa porte, lui donnait à manger et le faisait dormir sur le banc de la cuisine. En Castagnic, les travailleurs venus de Lunigiana, de Valbicencio, de Val de Serchio ou de Garfagnane ne se sentaient pas dépaysés dans ces petits villages dont les pentes étaient couvertes de châtaigniers. Un de ces villages, Matra, possédait un gisement d'arsenic et a donc compté de nombreux mineurs italiens. François Baldi, aujourd'hui maire du village, est fils de mineur et petit-fils de scieurs de long venus d'Italie. Créateur d'un cabinet comptable, son parcours illustre bien l'ascension sociale des familles italiennes qui se sont fixées dans l'île. Né en Corse comme son père, François Baldi ignorait pourtant jusqu'au nom du village dont sa famille était originaire. En 1985,
J'ai voulu faire des recherches sur mes grands-parents paternels, mais je ne savais pas exactement, je savais qu'ils venaient de Toscane, mais je ne savais pas exactement de quel village ou de quelle ville. Et à l'époque, avec l'aide d'un de mes collègues, le maire de Piazzole, je savais qu'il y avait donc des Italiens qui avaient vécu dans ce village. Et là, donc avec l'aide de l'abbé Emmanuel, le maire de Piazzole, donc je suis allé dans ce village. Et c'est là qu'après quelques heures de recherche, j'ai pu enfin savoir que mes grands-parents paternels étaient nés à Bagnole. Et là, j'ai voulu quand même aller dans cette ville, dans cette petite ville de Toscane. Mon grand-père était arrivé en Corse. Il s'était marié à Bagnole. Et sont arrivés, donc mon grand-père et ma grand-mère. Je ne pense pas qu'ils soient venus tout de suite à Matra. Je pense qu'ils étaient venus dans un premier temps. Mon grand-père était sieur de Long. Dans un premier temps, ils étaient venus à la commune de Vivario. Là, vous êtes sur l'ancien site de la mine, sur le site de la mine de Realgar et d'arsenic de Matra. C'est là donc que mon père a été mineur et qu'il y a eu également beaucoup de mineurs étrangers, dont certains étaient originaires de la région de Toscane. J'en ai connu personnellement 2. Il y en a un qui a longtemps vécu à Matra. À Matra, la mine d'arsenic a connu un fort développement lié à l'industrie de guerre, puis elle a connu un lent déclin. Après la fermeture de la mine, on a eu des équipes d'Italiens qui sont venus de Toscane et pour couper des châtaigniers. Et puis ces châtaigniers étaient coupés dans la montagne, ils étaient acheminés à dos de mulet jusqu'au village de Matra. Et de là, ils partaient sur barquette pour faire du tanin. Moi, des Italiens, j'en ai connu que les Nannini, les Storai, et puis oui, les Bardi, la famille à François, son grand-père, ils étaient 7 frères du côté du père de François, et il n'avait qu'une sœur. Ils se sont presque mariés tous ici. Ils ont tous travaillé à la mine, partaient le matin et rentraient le soir. Et la mère... Et après, ils avaient aussi la propriété de Charlie là-bas au couvent. Ils avaient des vaches, ils faisaient les jardins, ils faisaient de tout. Ils ramassaient des châtaignes, ils faisaient des marrons, puis après la farine de châtaigne, ils mangeaient comme nous. Hein. Les Storai, ils sont arrivés ici. Et lui, son père, il faisait le charbon avec un de ses fils. Et Palmyre, c'était une copine à Rose. Et ils s'amusaient toujours ensemble, puis même avec moi. Puis même sa sœur, il s'appelait Primette, avec Françoise. Et elles ont vécu ici plusieurs années. Elles sont reparties en 1949. Et ils avaient un fils à Pontelecce. Il a voulu que sa famille se rapproche de lui pour être tous ensemble. Mais c'est des gens travailleurs. Son père faisait le charbon. Pour toute l'année, il l'emmenait même sur Bastia. Il venait des camions. Et transportaient le charbon, mais ils le montaient avec des mulets. Ils étaient comme nous, des travailleurs. La Corse, avec ses grandes forêts jusqu'alors relativement peu exploitées, a un grand besoin de bûcherons. Et ils viendront pour une bonne part de la péninsule italienne. Des voyageurs anglais du XIXe siècle noteront dans leurs récits que les forêts corses résonnent du chant des bûcherons italiens qui se donnent ainsi du courage pour tirer d'énormes troncs de pin lariche.
À l'arrivée en Corse, les fonctionnaires de la préfecture enregistraient chaque lucchese qui débarquait et sur leur registre, les Francesco, Lorenzo, Pietro, Nicolo devenaient François, Laurent, Pierre ou Nicolas. Il suffit de lire quelques lignes d'un grand spécialiste de l'émigration italienne, Rudolfo Veccoli, qui a dirigé un des plus grands centres sur l'émigration dans le Minnesota. Voici ce qu'il raconte. Mon père a vécu la vie classique de l'émigrant. Il était d'une famille de 4 frères et il n'y avait pas assez de terre pour tous. Encore enfant, il est allé en Corse comme charbonnier et puis il a travaillé dans les carrières de marbre de Carrare. Il est arrivé aux États-Unis en 1907 comme tant d'Italiens. Il a trimé sur le chantier du chemin de fer dans l'Ouest quand il y avait encore les Indiens. Il a été manœuvre pendant près de 50 ans. Un travail dur et pénible, mal payé, une vie de labeur sans repos. Quand il a pris sa retraite, il est retourné au pays, en Italie, et a mené la vie d'un retraité aisé jusqu'aux dernières années. Il est mort là et a été enterré au cimetière de Camaiore. L'émigrant est revenu au pays. En Toscane, l'émigration fait partie intégrante de la culture, aussi bien pour ceux qui sont partis que ceux qui sont restés. Un phénomène social qui est l'addition de milliers de destins personnels et familiaux. Historiens et chercheurs renouent inlassablement le fil de la mémoire entre les générations. Musées, expositions, publications témoignent de cet intérêt pour ce phénomène. Cette question de l'émigration temporaire ou définitive interroge encore et toujours cette Italie devenue aujourd'hui terre d'immigration. Au début du siècle, on a l'exemple de ces travailleurs partis d'abord pour la Corse, puis dans les carrières de Carrare, avant le grand départ pour les États-Unis, où ils resteront sans possibilité de retour. Une chose que je voudrais dire, c'est remercier tous ces gens en Corse. Ils seront sans doute tous morts. Il s'est passé tellement de temps. Je veux remercier la population de la Corse parce que chez nous, tant de familles ont pu survivre. C'était des temps très durs. Mon père me disait « Bimba ». Chez nous, en Toscane, c'est un petit nom affectueux. Il me disait « Bimba ». Si on n'avait pas été là-bas, on n'aurait pas survécu. Autour des années 1930, les tentatives d'industrialisation en Corse ont échoué, victimes de la concurrence et de la crise économique. À Migliacciar, sur la plaine orientale, des investisseurs ont pourtant créé un vaste domaine agricole et forestier à la pointe du progrès. Sur les milliers d'hectares du domaine de la société Fortef, on retrouve plus de 400 ouvriers italiens. L'immigration depuis la péninsule est devenue moins saisonnière. Les travailleurs se fixent dans l'île avec leurs familles. C'est aussi l'époque où Mussolini renoue avec l'irrédentisme et les revendications territoriales sur la Corse. Dans ce contexte de tension entre l'Italie et la France, la police surveillera étroitement le port privé de la Fortef, craignant qu'il ne serve à un débarquement de troupes. Mussolini, avec la mobilisation et la guerre imminente, ordonnera le retour de tous les travailleurs italiens. Ils reviendront dans l'île, mais cette fois comme armée d'occupation. Des décennies plus tard, cela n'empêchera pas leur intégration à la population corse, facilitée par la proximité de la langue, des traditions culturelles voisines et une longue histoire commune. Pour tous ces travailleurs, il restera le souvenir de ces mois de dur labeur dans les forêts et le maquis corse, avec au bout la joie du retour au pays, comme le raconte Pietro Vivarelli. Più tardi alla stazione, poi sul treno e via. Ecco Pisa, Lucca, Pistoia. Si cambia il treno.
Pracchia! In trenino si vede qualche conoscente. Si vedono i prati verdi e freschi. Che emozione! La stazione. Maresca. Si scende, si prende il sacco in collo e ci si avvia. Siamo soli. Si arriva a casa, abbracci e baci alla mia mamma, che era sorpresa e commossa e ci dà il berlingozzo ancora caldo. Domani è l'ascensione.